Comment parler en public? Introduction. Dale Carnegie a donné ses premiers cours de parole en public. En 1912, à l'Y.MC.A, Association des jeunes gens chrétiens. À New York. À cette époque, parler en public était davantage considéré comme un art que comme une technique. Son enseignement visait à produire des orateurs, des tribuns et autres foudres d'éloquence à la voix d'or. Cependant, l'homme d'affaires ou de profession libérale qui désirait simplement s'exprimer avec plus de facilité et d'assurance dans son propre milieu, ne voulait pas perdre son temps et son argent à apprendre les mécanismes de l'élocution, de la production vocale, les règles de la rhétorique et les gestes cérémonieux. Les cours de Dale Carnegie sur la façon de s'exprimer avec efficacité connurent un succès immédiat, parce qu'ils donnèrent à ces hommes les résultats qu'ils recherchaient. Il aborde la parole en public, non comme un art requérant des aptitudes spéciales, mais comme une technique que n'importe quelle personne normalement intelligente peut acquérir et développer à volonté. Aujourd'hui, l'enseignement de Dale Carnegie fait le tour du monde, et la valeur de ses conceptions est attestée par les millions de stagiaires venus de partout, des hommes et des femmes de tous les milieux, qui ont amélioré leur façon de s'exprimer et leur efficacité personnelle et professionnelle. Le manuel que Dale Carnegie avait écrit pour ses stagiaires, Comment parler en public, a été réédité plus de 50 fois et traduit en 11 langues. Dale Carnegie l'a mis à jour plusieurs fois, en tenant compte de l'accroissement de ses connaissances et de son expérience. Il y a plus de personnes qui se servent de ce livre chaque année, qu'il n'y a d'inscription dans l'ensemble des plus grandes universités. Cette 4e version du livre a été faite d'après les notes et les idées de mon mari avant que son travail ne fût interrompu par la mort. J'ai essayé de me rappeler ces principes. Parler avec efficacité ne consiste pas seulement à être capable de dire quelques mots à un auditoire. C'est l'expression révélatrice de la personnalité humaine. Dans la vie, tout est communication, et c'est par la parole que l'homme se différencie des autres êtres vivants. Lui seul, à la différence des animaux, a le don de la communication verbale, et c'est par la qualité de ce qu'il dit qu'il exprime le mieux son individualité, l'essence même de son être. Lorsqu'il est incapable de dire clairement ce qu'il pense par émotivité, ou parce que ses idées sont floues, sa personnalité est limitée, effacée et incomprise. La satisfaction personnelle, professionnelle et sociale dépend de l'aptitude de chacun à communiquer clairement assez semblable ce qu'il est, ce qu'il désire et ce en quoi il croit. Aujourd'hui plus que jamais, dans l'atmosphère de tension internationale, de crainte et d'insécurité qui plane sur le monde, nous avons besoin que restent ouverts entre les peuples les canaux de la communication. J'espère que cette méthode rapide et facile pour apprendre comment parler en public sera utile en toutes circonstances, à la fois à ceux qui souhaitent simplement pouvoir parler avec plus de confiance et d'aisance et à ceux qui désirent communiquer plus professionnellement. Cette méthode leur apportera un plus grand accomplissement de leur personnalité. Première partie. Principe de base de la parole en public. À tout art contribuent quelques principes et beaucoup de techniques. Dans la première partie de ce livre, nous traitons des principes fondamentaux de l'art de communiquer et des attitudes communicantes. Cette méthode est facile et rapide pour apprendre aux adultes à s'exprimer avec plus d'efficacité. La seule façon d'obtenir des résultats rapides consiste à adopter, dès le départ, une bonne attitude pour y parvenir et une base solide de principes sur lesquels s'appuyer.
Chapitre 1er. Comment acquérir les techniques de base. J'ai lancé mon entraînement à la parole en public en 1912. L'année où le Titanic a coulé dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. En 1955, plus de 750 000 personnes en étaient diplômées, 4 millions en 1990. Pendant la première séance de l'entraînement d'Al Carnegie, les participants ont l'occasion de dire pourquoi ils s'inscrivent et ce qu'ils espèrent retirer de cet entraînement. Naturellement, les termes varient, mais le désir fondamental, dans la grande majorité des cas, reste étonnamment le même. Quand je suis appelé à me lever pour parler, je deviens si préoccupé que je ne peux ni penser clairement, ni me concentrer, ni me rappeler ce que j'avais l'intention de dire. Je désire gagner de l'assurance, rester calme et pouvoir me lever pour prendre la parole sans perdre le fil de mes idées. Je veux pouvoir m'exprimer avec clarté et conviction devant un groupe d'hommes d'affaires ou en société. N'avez-vous pas déjà entendu cela? N'avez-vous pas éprouvé ce même sentiment d'insuffisance? Ne donneriez-vous pas une petite fortune pour avoir la faculté de vous exprimer avec conviction et aisance en public? Je suis certain que oui. Le fait même que vous ayez commencé à lire ce livre prouve que vous désirez vous entraîner à mieux vous exprimer. Je sais ce que vous allez dire. Croyez-vous vraiment que je pourrais développer la confiance en moi nécessaire pour me lever et m'adresser à un auditoire de façon convaincante et aisée? J'ai passé presque toute ma vie à aider mes stagiaires à développer leur courage et leur assurance. Je pourrais remplir des livres avec le récit des prouesses qui ont lieu dans mes stages. Je sais que vous pouvez arriver à un résultat très probant si vous suivez les conseils de ce livre. Y a-t-il la moindre raison pour que vous ne puissiez vous concentrer debout devant un auditoire aussi bien qu'assis dans un salon? Y a-t-il un motif pour que vous ayez des crampes d'estomac et des tremblements nerveux lorsque vous parlez à un auditoire? Vous comprenez certainement que l'on peut remédier à cet état de choses et que la pratiquer. Un entraînement sérieux chasseront vos craintes et vous donneront confiance en vous. Ce livre vous aidera à atteindre ce but. Ce n'est pas un manuel classique. Il ne s'occupe pas du mécanisme de la parole. Il ne traite pas des aspects physiologiques de la production vocale et de l'articulation. Il est le fruit d'une vie passée à entraîner des adultes à bien s'exprimer. Il vous prend tel que vous êtes au début et vous mène naturellement à ce que vous voulez être. Tout ce que vous avez à faire est coopérer. Suivez les suggestions de ce livre. Appliquez-les chaque fois que vous avez à prendre la parole. Et persévérez. Pour tirer rapidement le maximum de ce livre, les 4 conseils suivants vous seront utiles. Premièrement, prenez courage en vous inspirant de l'expérience des autres. Il n'existe pas d'orateur né au cours des grandes périodes de l'histoire où s'exprimer en public était un art raffiné qui exigeait une connaissance approfondie des lois de la rhétorique et des subtilités de l'élocution. Il était plus difficile encore d'être orateur. Aujourd'hui, parler en public est une sorte de conversation avec un groupe. Disparu à jamais le ton grandiloquent et la voix de stentor. Pendant un dîner, en réunion, à la radio ou à la télévision, nous aimons entendre un langage simple et de bon sens. Nous préférons que les orateurs dialoguent avec nous, et non qu'ils nous fassent un discours. Contrairement à ce que de nombreux manuels pourraient nous faire croire, parler en public n'est pas un art difficile, qui nécessiterait des années consacrées à perfectionner sa voix et à se battre avec les mystères de la rhétorique. J'ai passé
Presque toute ma carrière a prouvé qu'il était facile de parler en public, à condition d'observer quelques règles simples mais importantes. Quand j'ai commencé mes cours à New York, en 1912, je n'en savais guère plus sur ce sujet que mes participants. Mes premiers cours furent évidemment très proches de ceux que j'avais suivis durant mes années d'université. Mais je découvris bientôt que je faisais fausse route. J'essayais d'instruire des hommes d'affaires comme des étudiants de première année d'université. Je compris combien JL était vain de leur donner en exemple les grands orateurs du passé, alors qu'ils désiraient seulement acquérir le courage de se lever et de faire un rapport clair et persuasif à leur prochaine réunion d'affaires. Je ne tardai pas à rejeter les manuels, et je bâtis mon entraînement sur quelques idées très simples. Je travaillais avec mes participants jusqu'à ce qu'ils fussent capables de faire un exposé de manière convaincante. La méthode fut efficace car il revint en apprendre davantage. J'aimerais que vous puissiez feuilleter les témoignages que j'ai chez moi et ceux reçus par les responsables de mon entraînement dans de nombreux pays du monde. Ces lettres viennent de grands industriels dont les noms sont souvent cités dans la rubrique « Affaires » des grands journaux, de chefs d'État, de membres du Parlement, de doyens de facultés et de célébrités du monde du spectacle. Il y en a d'autres, des milliers, de maîtresses de maison, de pasteurs, de professeurs, de jeunes gens et de jeunes femmes, de directeurs, de cadres, d'ingénieurs, de commerciaux, de syndicalistes, d'étudiants et de femmes d'affaires. Tous ont eu besoin de prendre confiance en eux pour s'exprimer en public de façon efficace et agréable. Ils ont été si reconnaissants d'y être parvenus qu'ils ont pris le temps de m'écrire leur gratitude. Parmi ces milliers de personnes, un exemple me revient en mémoire, car à l'époque il me fit une impression profonde. Il y a quelques années, peu après s'être inscrit à mes cours, D.W. Gant, un important homme d'affaires de Philadelphie, m'invita à déjeuner. Se penchant vers moi, il me demanda « J'ai toujours évité les occasions de parler en public, et j'en ai eu beaucoup. Mais je viens d'être nommé président du conseil d'administration d'un collège. Je dois présider les réunions. Croyez-vous qu'il me sera possible à mon âge d'apprendre à parler en public ?» Je lui affirmai, d'après l'expérience de participants qui s'étaient trouvés dans des situations semblables, que je ne doutais pas de sa réussite. 3 ans plus tard, nous déjeunions à nouveau dans le même restaurant et à la même table. Lui rappelant notre première conversation, je lui demandai si mes prévisions s'étaient réalisées. Il sourit, sortit de sa poche un petit carnet rouge, me montra la liste des conférences qu'il devait donner dans les prochains mois. Être capable de parler en public, m'avoua-t-il, le plaisir que j'ai à le faire, le service que je peux, de surcroît, rendre à la communauté, c'est une des plus grandes satisfactions de ma vie. Mais ce n'est pas tout. Avec un sentiment légitime de fierté, il me dit que l'église à laquelle il appartenait avait invité le Premier ministre de Grande-Bretagne à venir à Philadelphie, et que c'était lui qu'on avait désigné pour prononcer le discours de bienvenue. Tel était l'homme qui, moins de 3 années plus tôt, m'avait demandé timidement s'il pourrait un jour parler en public. Prenons un autre exemple. Feu David Monsieur Godrich, président-directeur général d'une importante firme industrielle, vint un jour à mon bureau. Toute ma vie, dit-il, je n'ai pu prononcer un discours sans trembler. Comme directeur général de ma société, je dois présider les réunions. Je connais intimement depuis des années les membres du conseil d'administration, je n'ai pas
de difficulté à m'adresser à eux quand nous sommes assis autour d'une table. Mais dès que je dois me lever pour parler, je suis pris de trac. Et cela depuis des années. Je ne pense pas que vous puissiez faire quelque chose pour moi. Le mal est trop ancien. Eh bien, dis-je, si vous pensez que je ne puis rien faire pour vous, pourquoi êtes-vous venu me voir? Pour une raison bien simple, répondit-il. J'ai un comptable qui s'occupe de mes affaires privées. C'est un garçon timide. Pour gagner son bureau, il doit traverser le mien. Pendant des années, je l'ai vu s'y glisser, le traverser furtivement, sans dire un mot. Mais dernièrement, je l'ai trouvé transformé. Il entre maintenant la tête haute et me dit « Bonjour, monsieur », d'un ton décidé. J'ai été si surpris du changement que je lui en ai demandé la raison. Il m'a dit avoir suivi votre entraînement, et c'est la métamorphose de ce petit homme effrayé qui m'a fait venir. Je lui affirmai qu'en venant régulièrement et en faisant ce que nous lui demandions, en quelques semaines il prendrait plaisir à parler en public. Si j'arrive vraiment à ce résultat, dit-il, je serai l'homme le plus heureux du monde. Il participa à l'entraînement et fit des progrès considérables. 3 mois plus tard, je l'invitai à venir à une réunion d'information groupant 3000 personnes dans la salle de bal de l'hôtel Astor, afin de dire ce qu'il avait tiré de notre entraînement. Il me répondit qu'il était désolé, il ne pouvait pas venir ayant un autre engagement, mais le lendemain, il me téléphona. « Je tiens à vous présenter mes excuses, dit-il, je me suis rendu libre. Je viendrai et je parlerai. Je vous dois bien cela. Je dirai au public ce que votre entraînement a fait pour moi. Je le ferai dans l'espoir que mon exemple en aidera d'autres à se débarrasser des craintes qui leur gâchent la vie. » Je lui avais demandé de parler seulement 2 minutes. Il parla à ses 3000 auditeurs pendant 11 minutes. J'ai vu des milliers de miracles semblables se produire dans mes stages. J'ai vu des hommes et des femmes dont la vie a été ainsi transformée. Beaucoup ont obtenu un avancement qui dépassait leurs rêves. Les plus ambitieux sont parvenus à des situations de premier plan dans les affaires, leur profession ou leur administration. Quelquefois cette réussite n'a été due qu'à un seul discours prononcé au bon moment. Voici, par exemple, l'histoire de Mario Lazo. Il y a quelques années, je reçus de Cuba un télégramme qui me surprit. Il disait, à moins que vous ne me télégraphiez le contraire, je viendrai à New York suivre votre entraînement en vue de faire un discours. C'était signé Mario Lazo. Qui était-ce? Je me le demandais. Quand Monsieur Lazo arriva à New York, il me dit « Le Country Club de la Havane va célébrer le 50e anniversaire de son fondateur. On m'a demandé de lui offrir une coupe en argent et de prononcer le principal discours de la soirée qui sera donnée en son honneur. Bien que je sois avoué, je n'ai jamais parlé en public. Si j'échoue, cela nous mettra, ma femme et moi, dans une situation très gênante et de plus, cela pourra diminuer mon prestige auprès de ma clientèle. Voilà pourquoi je suis venu de Cuba vous demander de m'aider. Je ne dispose que de 3 semaines. » Pendant ces 3 semaines, Mario Lazo alla d'un groupe à un autre, et je le fis parler 3 ou 4 fois par soirée. 3 semaines plus tard, il s'adressa aux membres du Country Club de la Havane. Son allocution fut si remarquable que la revue Time la mentionna dans sa rubrique des nouvelles de l'étranger,
et qualifia Mario Lazo d'orateur, à la voix d'or. Cela semble être un miracle, n'est-ce pas? C'en est un miracle du XXe siècle qui permet à l'homme de se surpasser. Deuxièmement, ne perdez pas de vue votre objectif. Quand M. Gant parla du plaisir que lui procurait son habileté récente à parler en public, il mit l'accent sur le facteur que je pense être le plus important de sa réussite. Il est vrai qu'il avait suivi mes conseils et préparé consciencieusement chaque séance. Mais il le fit parce qu'il le voulait, et s'il le voulait, c'est qu'il se voyait déjà brillant orateur. Il s'imaginait en train de réussir dans l'avenir et travaillait à y parvenir. C'est exactement ce que vous devez faire. Réfléchissez à tout ce qu'une plus grande confiance en vous et la faculté de parler en public peuvent vous apporter. Cela peut vous être utile sur le plan social, vous procurer de nouvelles relations, accroître vos moyens d'action dans la vie civique, sociale ou religieuse, augmenter votre influence professionnelle. En bref, cela vous préparera à devenir un leader. Dans un article intitulé Speech and Leadership in Business, S.C. Alain, président de la National Cash Register Company et président de l'U.N.E.S.C.O, a écrit « Dans l'histoire de notre profession, plus d'un homme a attiré l'attention sur lui grâce à une bonne intervention en public. Il y a bien des années, un jeune homme qui occupait un poste subalterne dans le Kansas a fait une allocution remarquable, il est devenu depuis vice-président directeur des ventes. Il est impossible de prévoir jusqu'où l'aptitude des parlants publics vous conduira. Un de nos anciens participants, Henry Blackstone, président de la Servo Corporation of America, dit « Savoir communiquer efficacement avec les autres, obtenir leur coopération sont des atouts que nous recherchons chez les hommes et les femmes qui veulent accéder à des postes de direction. Pensez à la satisfaction et au plaisir que vous éprouverez quand, d'une voix assurée, vous ferez partager vos idées et vos sentiments à votre auditoire. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde, mais je connais peu de choses qui procurent un plaisir plus grand que celui de tenir un auditoire en haleine. Par la puissance du verbe. Cela donne une impression de force et un sentiment de puissance. 2 minutes avant de prendre la parole, disait un de mes anciens participants. J'aurais préféré être battu plutôt que de commencer, mais 2 minutes avant de terminer, je me serais fait tuer plus tôt que de m'arrêter. Commencez dès maintenant à vous imaginer devant votre auditoire. Vous vous avancez avec assurance. Le silence se fait quand vous commencez, vous sentez l'attention de vos auditeurs croître au fur et à mesure que vous développez votre sujet, vous sentez la chaleur des applaudissements. Quand vous avez terminé, vous entendez les paroles élogieuses qui vous sont adressées à la sortie. Croyez-moi, c'est une expérience extraordinaire et une émotion que vous n'oublierez jamais. William James, un des plus brillants professeurs de psychologie à Harvard, a écrit 6 phrases qui peuvent avoir une influence considérable sur votre vie. 6 phrases qui sont comme le « Sésame ouvre-toi » de la caverne dont le trésor est le courage, dans presque tous les domaines, votre passion pour le sujet vous sauvera. Si vous souhaitez fortement obtenir une chose, vous l'obtiendrez. Si vous souhaitez être bon, vous serez bon. Si vous désirez être riche, vous serez riche. Si vous voulez être cultivé, vous serez cultivé. Seulement vous devez réellement le souhaiter, et le souhaiter exclusivement, sans désirer avec la même passion. Sans autre chose qui sont incompatibles. Apprendre à s'exprimer efficacement procure d'autres
Avantage que la simple faculté de parler en public et en réunion. En fait, même si vous ne devez jamais prendre la parole de votre vie, cela vous sera profitable dans de nombreux domaines. Tout d'abord, la parole en public conduit tout droit à la confiance en soi. Quand vous aurez conscience qu'il vous est possible de vous adresser professionnellement à un groupe, vous pourrez en conclure que vous pouvez vous entretenir plus aisément dans les réunions et les entretiens professionnels et privés. Beaucoup d'hommes et de femmes ont suivi mon entraînement simplement parce qu'ils étaient timides et empruntés. Quand ils eurent découvert qu'ils étaient capables de s'adresser aux membres de leur groupe avec aisance et naturel, ils sentirent le ridicule de leurs craintes. Leur famille, leurs amis, leurs associés, leurs clients remarquèrent leur nouvelle assurance. Beaucoup de nos participants, comme M. Godrich, ont été poussés à suivre mon entraînement en raison des transformations spectaculaires qu'il avait observées chez ceux qui en avaient bénéficié. Cet entraînement produit aussi sur la personnalité des répercussions dont les effets ne sont pas immédiatement visibles. Il y a peu de temps, j'ai demandé au docteur David Hellman, chirurgien d'Atlantic City, ancien président de l'Association médicale américaine, quels étaient, à son avis, les avantages de la parole en public pour la santé physique et morale. Il sourit et me dit qu'il ne pouvait mieux me répondre qu'en rédigeant une ordonnance qu'aucun pharmacien ne pourrait exécuter, c'était à l'intéressé lui-même de le faire. S'il pensait en être incapable, il avait tort. Je l'ai sur mon bureau. Chaque fois que je la relis, elle me fait une grande impression. La voici. Donnez aux autres la possibilité de lire dans votre esprit et dans votre cœur. Entraînez-vous à rendre vos pensées et vos idées claires, que vous parliez à une personne, à un groupe ou à un grand public. Vous découvrirez, en persévérant dans cette voie, que votre personnalité rayonne et marque votre entourage comme jamais auparavant. Vous en tirerez un double avantage. En apprenant à parler aux autres, votre confiance en vous s'affirmera et votre personnalité deviendra plus chaleureuse. Cela signifie que vous vous sentirez mieux sur le plan émotionnel et, par suite, mieux aussi physiquement. Savoir parler en public, aujourd'hui, est à la portée de tous, hommes ou jeunes ou moins jeunes. J'ignore personnellement les avantages qui peuvent en découler dans l'industrie ou les services. J'ai seulement entendu dire qu'ils sont considérables. Mais je connais ses bienfaits sur la santé. Parlez chaque fois que vous le pouvez, dans un petit groupe ou dans une assemblée. Vous y parviendrez de mieux en mieux, comme j'ai pu m'en rendre compte par moi-même. Vous y acquérez de l'optimisme, vous éprouverez une impression de plénitude. C'est une sensation merveilleuse et aucune pilule ne vous la donnera jamais. La seconde suggestion est de vous imaginer en train de réussir ce que vous craignez d'entreprendre et de bien évaluer les avantages que vous retirerez de l'aptitude à bien vous exprimer en public. Rappelez-vous les mots de William James. Si vous souhaitez fortement obtenir une chose, vous l'obtiendrez. Troisièmement, soyez d'avance certain de votre succès. On me demanda un jour, à la radio, de relater en 3 phrases la plus grande leçon que j'avais apprise. Je répondis: à mon avis, rien n'est plus important que ce que nous pensons. Si je pouvais lire dans vos pensées, je saurais qui vous êtes, car vos pensées font votre personnalité. En changeant nos pensées, nous pouvons changer notre vie. Vous vous êtes fixé l'objectif d'accroître votre assurance et de mieux communiquer. Dès lors, vous devez penser positivement et non négativement à vos chances de réussir.
Envisagez avec optimisme votre succès dans la parole en public. Que vos paroles et vos actions reflètent cette détermination. Voici une histoire qui vous prouvera que pour réussir dans la parole, il faut le vouloir ardemment. L'homme dont il est ici question est parvenu si haut dans l'échelle sociale que son succès fait figure de légende. Pourtant, la première fois qu'il eut à prendre la parole à l'université, les mots lui manquèrent. Il ne put atteindre la moitié des 5 minutes que son professeur lui avait assignées. Il devint pâle et quitta l'estrade. Il ne se laissa pas abattre par son échec. H décida de devenir bon orateur et persévéra dans sa résolution jusqu'à ce qu'il devint conseiller économique du gouvernement, respecté du monde entier. Son nom est Clarence B. Randall. Dans un de ses livres, Freedom Fight, il écrivit « J'ai gagné mes galons » dans l'art de parler en public au cours des innombrables occasions où j'ai dû prendre la parole, dîner, banquet, réunions de chambres de commerce, organisations d'étudiants ou Rotary Club. J'ai parlé pour le léman d'un emprunt. J'ai fait un discours patriotique dans le Michigan, sur l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. J'ai soutenu des campagnes pour faire appel à la charité publique, avec Mickey Rooney, et en faveur de l'éducation nationale, avec le président James Bryant Conant de l'université Harvard et le chancelier Robert Monsieur Hutchin de l'université de Chicago. J'ai même prononcé un discours en très mauvais français à la fin d'un banquet. Je crois donc savoir ce qu'un auditoire aime entendre et comment il aime qu'on le dise. Denis a rien qu'un être humain, même très occupé, ne puisse apprendre s'il le veut. Je suis entièrement d'accord avec Monsieur Randall. La volonté de réussir doit être à la base du processus qui fera de vous un bon communicateur. Si je pouvais lire dans votre esprit pour m'assurer de la force de votre désir, pour évaluer votre conviction et vos doutes, je pourrais prédire, presque avec certitude, la rapidité de vos progrès. Dans un de mes stages du Middle West, un homme se leva le premier soir. Déclara, d'une voix ferme, qu'il construisait des maisons individuelles, et qu'il voulait devenir le porte-parole de l'association des entrepreneurs de bâtiments. Il désirait parcourir le pays pour expliquer à ceux qu'il rencontrerait les problèmes et les réalisations de sa profession. Joe Averstick savait ce qu'il voulait. Il était convaincu, pour un animateur de stage, c'était le participant idéal. Il voulait être capable de prendre la parole, non seulement sur le plan local, mais à l'échelon national. Il prépara consciencieusement chaque séance, travailla avec soin ses interventions, et pas une fois il ne fut absent, bien que cette période fut la plus chargée dans son métier. Comme il arrive toujours dans ce cas, il progressa à une telle rapidité qu'il en fut surpris lui-même. En 2 mois, il était parmi les meilleurs. Son animateur était à Norfolk, en Virginie, 1 an plus tard, et voici ce qu'il m'écrivit: j'avais complètement oublié Joe Averstick quand, en prenant mon petit déjeuner, j'ai ouvert un journal. La photographie de Joe y figurait et un article lui était consacré. La veille, il avait pris la parole dans une grande réunion d'entrepreneurs, et Joe était non seulement leur porte-parole mais leur président. Pour réussir, vous devez, vous aussi, posséder les qualités nécessaires à toute entreprise, un désir proche de l'enthousiasme, la persévérance qui abat les montagnes et la certitude que vous allez réussir. Quand Jules César traversa la Manche et débarqua avec ses légions dans le pays qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne, que fit-il pour assurer sa victoire?
Une chose très intelligente. Il mena ses soldats sur les falaises de Douvres. De là, en se penchant sur les flots, 200 pieds plus bas, ils purent voir les flammes consumer les bateaux qui les avaient amenés. Dans un pays ennemi, leur dernier lien avec le continent tranché, leur dernier moyen de retraite brûlé, il ne leur restait qu'à avancer et à vaincre. C'est ce qu'ils firent. Ce fut la méthode de César. Pourquoi ne pas la faire vôtre? Quand vous décidez de vaincre votre appréhension de l'auditoire, jetez au feu toutes les pensées négatives et fermez la porte au doute.